Bonjour à tous, merci d'être restés jusqu'au bout de cette première journée d'Evox pour assister à mon tool in action. Donc, je vais vous parler de Swagger Driven Testing et comment simplifier les mises en place de vos tests d'intégration sur vos API en outillant un petit peu votre Swagger et votre spécification. Donc d'abord, je vais me présenter. Je suis Jean-Baptiste Wattenberg, donc développeur à la Société Générale. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur GitHub. Et avant d'aller plus loin dans le talk, je veux savoir qui fait des API ici. Ouais, il y a du monde, ok. Qui utilise Swagger? Ok. Version 2, version 3. D'accord, donc c'est un peu touffu. Ok. Donc tout ça pour en venir du coup à notre sujet d'aujourd'hui. Depuis quelques années, à la Société Générale, du coup, on développe SG Markets, qui est une plateforme de services dédiée à nos clients, sur laquelle ils peuvent retrouver l'ensemble des produits et des interactions qu'ils ont avec la Société Générale. Et pour arriver à construire cette plateforme, on a dû prendre notre système d'information et commencer à le découper en microservices. Et donc, on a multiplié la création de microservices, si bien qu'aujourd'hui, on a plus de 3500 API au sein de notre SI. Donc, ces 3500 API, on les a regroupés au sein d'un portail avec d'autres outils qu'on va réutiliser pour développer ces services. Et on a développé ce service, developer.sgmarkets.com, qui est un portail public sur lequel on va retrouver certaines de ces API qui sont ouvertes au public. Et tout ça pour en venir au fait que pour développer ces 3500 services, on a deux challenges majeurs qui vont nous intéresser dans ce talk, qui sont le challenge de documentation et de qualité. Donc d'un premier point, point de vue de la code documentation, on s'est très vite orienté vers l'utilisation de Swagger. Donc dès le départ de notre transformation, on a choisi Swagger. Et maintenant ça s'appelle OpenAPI. Swagger qui vient du coup avec une partie spécification et des outils qui sont en complément de cette spécification. Donc point de vue spécification, pour faire un rapide passage dessus, on va retrouver du coup la liste des opérations qui sont disponibles sur notre API, comment les appeler, donc la description précise des différents paramètres qu'on doit passer à cette opération pour pouvoir la consommer, et la description précise des réponses de cette opération. Point de vue outils, on a des générateurs de code avec Swagger CodeGen, on a des documentations interactives qui viennent avec Swagger UI qui est là, et tout un écosystème de composants qui s'est développé autour de la spécification étant elle-même open source. On a tout un écosystème de composants open source qui se sont développés autour. Du coup, maintenant qu'on a des API qui sont bien documentées, etc., on a un problème de qualité. Comment est-ce qu'on peut tester ces API? Donc chacune des équipes qui développaient ces API chez nous prenait les bonnes pratiques de la communauté. Donc on avait des tests d'intégration qui étaient développés avec Cucumber pour suivre le BDD, etc. Mais tout ça, c'était des initiatives locales, on va dire, qui sont propres aux équipes. Et du coup, on a différents profils qui devaient s'assurer de la qualité de ces API. Donc en premier, on a les développeurs qui rédigent des tests d'intégration. Donc comme j'ai dit, ça peut être des tests d'intégration écrits avec Cucumber ou quelque chose de beaucoup plus simple avec cet exemple qui utilise Frisbee.js. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce framework, mais c'est une petite librairie JavaScript qui permet d'écrire un test d'intégration super simplement. Et ça, c'est pour prendre le test le plus simple. Seulement, lorsqu'on commence à écrire des tests d'intégration sur des API, on va commencer à se heurter à des problèmes. On est dans un écosystème de microservices, donc on a des dépendances. On a un microservice qui peut peut-être interagir avec d'autres microservices. Et donc on va avoir besoin d'initier des jeux de données. Donc au final, le développeur, lorsqu'il va écrire ce test, si ce test fail dans 2 semaines, il ne saura pas exactement qu'est-ce qui fail et pourquoi il fail. Donc il a plutôt envie d'écrire des tests unitaires qui vont coûter moins cher et qui vont lui dire exactement qu'est-ce qu'il fail. Donc l'écriture de ces tests est un peu coûteuse et pas vraiment donne moins de feedback que des tests unitaires. Donc on a une deuxième catégorie de personnes qui sont les chefs de projet, les quality analysts, business analysts, whatever, comment vous les appelez au sein de vos entreprises, qui vont tester ces API à l'aide de Postman, Insomnia, SoapUI, etc., qui sont des outils qui fournissent une variété de fonctionnalités et qui vont permettre de construire une requête à une API de manière complète. Donc ils sont très puissants parce qu'ils sont super maniables. Vous pouvez insérer toutes les entêtes imaginables, etc. et construire vos requêtes.
sauf que ils ont un coût d'entrée du coup. Donc pour des utilisateurs qui sont plutôt chefs de projet, qui vont maîtriser plutôt la partie métier de l'API, ça va peut-être être un peu difficile de faire des tests via l'utilisation de ces outils. Et encore une fois, ils permettent de construire un appel unitaire à une API. Donc, et après, il y a un écosystème d'outils qui s'est mis en place autour de ces outils. Même ces outils fournissent la possibilité d'automatiser du coup des appels à des API en chaîne et d'insérer des tests sur les réponses de ces API. Mais la mise en place de cette automatisation sur ces outils est quelque chose qui n'est pas forcément très simple et qui va nécessiter l'intervention de développeurs. Donc on a un outil qui répond, enfin qui est très utile, mais qui n'est pas forcément adapté à faire du test et du test automatisé. Et enfin, on a une dernière catégorie de personnes qui va s'assurer de la qualité de nos API, qui sont les utilisateurs. Donc par utilisateur, j'entends product owner, développeur ou chef de projet, qui sont 3 types d'utilisateurs différents. Et eux, du coup, ils vont plutôt s'orienter vers le Swagger UI, qui est la première spécification qui va leur être disponible de leur API. Donc Swagger UI, ça va ressembler à ça, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et donc là, on a un exemple simple de Task API. Notre Task API va nous permettre de gérer un objet qui s'appelle Task. Cet objet a un titre et un statut, qui peut être To Do, Doing et Done. Donc on retrouve sur cette interface la liste de nos opérations qui sont disponibles. Donc je peux créer une tâche, je peux retrouver la liste de toutes les tâches que j'ai conçues, créées préalablement. Je peux mettre à jour ma tâche et la supprimer une fois que j'en ai plus besoin. Mais avant d'interagir avec cette API, j'ai besoin de m'authentifier. Donc on parle d'authentification. À la Société Générale, nous ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le protocole OAuth 2. Donc on va avoir besoin de récupérer un token OAuth 2. Et via l'interface Swagger UI, ça peut être un peu difficile. Il va falloir introduire peut-être la notion de renouvellement de ce token OAuth 2 qui n'est pas fourni directement via l'interface. Donc c'est quelque chose qui était un peu difficile de faire. Je l'ai fait juste avant la démonstration. Donc je suis déjà authentifié. Je peux appeler cette API. Donc si j'exécute cet appel, je retrouve face à une liste de tâches. Et si je veux m'assurer que cette tâche-là est bien disponible dans cette réponse, c'est quelque chose que je dois faire manuellement via l'utilisation de cet outil. Donc encore une fois, si je cherche à faire quelque chose d'automatisé, je cherche à implémenter une série de tests d'acceptance sur mon API, et je ne peux pas le faire via cet outil. Mais il a quand même des qualités, cet outil, c'est qu'il me permet de voir une documentation très claire de ce que m'offre l'API. Et du coup, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre les avantages de cet outil et d'y ajouter, donc les avantages qui sont d'avoir une documentation très claire, la possibilité de construire des appels très simplement via un formulaire, et d'y ajouter des assertions, des tests en supplément. Et c'est là qu'est né le Swagger Driven Testing, que je vais vous montrer. Donc, pour en revenir à notre catalogue d'API, on a ajouté simplement un onglet ici, Tryout, qui va nous présenter quelque chose de similaire à Swagger UI, sur lequel on retrouve du coup la liste des opérations de notre API, et qui nous permet de drag and dropper une opération, par exemple la création d'une tâche, et de remplir un formulaire donc, de manière très similaire à ce qu'on a dans Swagger UI. Donc ici, si je crée une tâche démonstration, et j'exécute cette tâche, j'ai presque la même chose que Swagger UI, avec quelque chose qui vient en plus, qui est un check sur le statut, qui est fourni par défaut. C'est-à-dire si le statut est inférieur à 400, c'est que mon appel s'est bien passé. Mais je vais pouvoir y ajouter quelque chose. Par exemple, là j'ai créé une tâche. Lorsque je crée ma tâche, j'aimerais bien m'assurer que j'ai un ID qui a été créé. Mais cet ID est présent dans le corps de la réponse de mon API, donc il va falloir que j'aille parser le JSON. Donc si j'en reviens aux outils précédents, dans mon exemple de Frisbee, j'avais du code qui allait parser la réponse de JSON pour s'assurer que l'ID était bien défini.
Pour Postman, bah, c'est pareil, on a la possibilité d'écrire un morceau de JavaScript dans Postman pour s'assurer que l'ID est bien là. Mais ici, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment simplifier tout ça et permettre à des utilisateurs, n'importe quel utilisateur, de pouvoir ajouter ces assertions. Et du coup, pour ça, bah, y a des spécifications. Il existe en fait un JSON pass, qui est l'équivalent du XML pass pour le JSON, qu'on pourrait écrire pour aller chercher l'ID qui est dans le résultat de cette requête. Seulement, bah, le JSON pass, il y a très peu de personnes qui le connaissent, donc il faut le rendre intelligible. Donc pour ça, on a ajouté du coup la possibilité d'aller chercher et de les construire cette chaîne JSON pass directement via cette interface. Donc là, je reviens un petit peu en arrière, c'est que j'ajoute une assertion sur cette opération. Cette assertion, je veux aller chercher quelque chose qui est présent dans le corps de la réponse. Et dans le corps de la réponse, eh ben, je vais taper $, dans ce champ. Et là, automatiquement, bah, qu'est-ce qui s'affiche? Eh ben, je vais parser l'exemple qui est dans la Swagger, dans la spécification Swagger, et je vais permettre de construire mon JSON pass. Donc là, j'ai l'exemple sur le côté. Et juste en dessous de mon champ, j'ai la possibilité d'aller choisir le chemin. Donc là, je choisis l'ID parce qu'automatiquement, à partir de l'exemple, il me proposait cette possibilité. Et là, j'ai construit du coup mon JSON pass en quelques clics. Et donc maintenant, j'ai une série d'opérateurs qui va me dire, bah, là, ce que je cherche à vérifier, c'est qu'il soit défini, qu'il existe. Et si je réexécute ce test, j'ai une seconde assertion qui est passée et qui a bien vérifié que mon ID existait. Donc ça, c'est une première étape. On a réussi à ajouter des assertions sur notre Swagger UI. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, parce que mon test d'acceptance, c'est pas juste créer une tâche, mais c'est que lorsque je crée une tâche et que je la mets à jour après, son statut change bien. Donc pour ça, j'ai une opération de mise à jour de ma tâche. Si je la dépose ici, et que je clique dessus pour voir son formulaire, je vois qu'elle a besoin d'un pass params qui est son ID. L'ID, je l'ai eu parce que j'ai créé ma tâche juste au-dessus. Donc j'aimerais bien récupérer l'ID que j'ai créé ici et le réinjecter à la suite pour construire vraiment un scénario complet sur une API, voire plusieurs API même, parce que comme on a des dépendances entre nos microservices, on pourrait enchaîner cela sur plusieurs API. Donc pour extraire cette ID, je viens en dessous de ce bloc d'assertion et je vois un response extraction qui m'offre quelque chose d'assez similaire aux assertions, sauf que là je peux du coup extraire soit un header, soit quelque chose qui est dans le body, c'est ce qui nous intéresse. Et du coup pareil, je peux reconstruire mon JSON pass pour aller sélectionner l'ID qui a été généré. Et cet ID, bah, je vais l'extraire dans une variable taskID. Du coup, quand j'ai fait ça, et que j'arrive ici, j'ai directement la possibilité de récupérer ma taskID et d'exécuter ce scénario. Bon, je n'ai pas changé le statut, mais bon, on va dire que ma tâche, maintenant, je suis en train de la faire. Voilà, donc j'ai bien le statut de ma tâche qui a changé et qui est passé à doing. Donc de manière similaire à tout à l'heure, je pourrais ajouter une assertion sur le corps de ma réponse pour aller vérifier si le statut de ma tâche est bien égal à doing. Et exécuter ce scénario. Ok. Bon. Une fois que j'ai mis à jour cette tâche, eh ben je vais continuer à rédiger du coup mon test. Je vais aller récupérer cette tâche de manière individuelle. Lui passer la task ID que j'ai extrait préalablement, ajouter une assertion sur cette opération, aller chercher le statut de ma tâche qui devrait être égal à doing. Vous suivez toujours? Et du coup, si j'exécute ce test, je vois que c'est rouge. C'est rouge parce que j'ai une assertion qui a échoué.
Je le vois tout de suite ici parce que la réponse de mon API est assez petite et donc je vois tout de suite que le statut est resté à to do. Donc c'est qu'il y a un problème dans mon API. Donc pour vous montrer que ce que je fais là, c'est quelque chose de réel, en fait, ça teste une API que j'ai en local, qui est une API que j'ai fait en Node. Et si j'exécute les tests unitaires de cette API, je vais voir que tout passe. J'ai tout qui passe, et en plus de ça, j'ai un coverage qui est à 100%. Donc, même si j'ai couvert l'ensemble des fonctions de mon API, eh ben, son rôle n'est pas rempli. Hop, je vais laisser les tests s'exécuter. Tac, voilà. J'ai un coverage à 100%, mais j'ai un bug. Donc, vous en doutez bien, c'est un bug que j'ai préparé avant la démonstration pour vous montrer ça. En fait, j'avais juste pas sauvegardé la mise à jour de ma tâche. Donc si je sauvegarde la mise à jour de ma tâche, que je relance les tests, ils vont passer. Donc je vais juste relancer mon API, donc l'équivalent d'un redéploiement. Et réexécuter ce test. Et maintenant, ça passe. J'ai bien le statut qui est passé à doing ici. Voilà. Et du coup, pour finir ce scénario, je vais ajouter l'appel à ma ressource de suppression de tâche. Et je vais supprimer la tâche avec le task ID. Donc maintenant, en quelques clics sous vos yeux, j'ai construit un test d'intégration complet de mon API sans code. Alors, la suite, c'est que ce scénario, je l'ai enregistré et il est disponible à tous les acteurs qui interviennent sur cette API. Donc il est stocké quelque part. Et comme il est stocké, eh ben, j'ai une API qui l'expose et qui me permet de l'exécuter. Cette API qui me permet de l'exécuter, je peux l'appeler directement depuis mon usine logicielle, donc depuis un Jenkins, depuis un TeamCity, depuis CircleCI, ce que vous voulez. Et donc, je l'intègre directement dans mon usine de déploiement, qui va exécuter ces tests avant la mise en prod. Il y a un second volet qui est l'open source, parce que on va rendre cet outil disponible et vous pourrez utiliser directement le framework sur lequel il repose très bientôt. Donc c'est pas encore le cas, mais d'ici quelques semaines, il sera disponible, il sera sur GitHub et vous pourrez l'utiliser directement. Cependant, il y a déjà une partie de cet outil qui est open sourcé, qui est la partie de construction de l'extraction de données depuis un JSON, donc le React JSON Pass Editor. Donc si vous faites du React, si vous avez des JSON Pass à éditer, vous pouvez utiliser directement ce composant. Voilà, merci beaucoup et je suis disponible pour vos questions. Oui. Ah oui, pardon. Non, c'est directement un appel intégré à Jenkins pour l'instant. Donc c'est une étape qu'on va rajouter. Dans notre Jenkins, il fait juste un curl moins faible sur l'API qui nous expose nos scénarios. Mais comme le statut est différent, si on a, enfin le statut de réponse, on va renvoyer un 424 en fait si on a un des tests qui échoue. Naturellement, le curl moins faible va faire échouer le build. Oui, donc la question c'était est-ce qu'on a un plugin Maven pour exécuter nos tests? Non, on l'intègre directement dans le Jenkins. Bah, merci beaucoup.